La première histoire nous emmène au parc national des montagnes Torngat au Canada, où un invité inattendu a surpris 6 jeunes randonneurs à leur campement. Ces 6 jeunes randonneurs, 3 garçons et 3 filles nommés Finn, Arthur, Sébastien, Alice, Chelsea et Eve, partent pour leur première randonnée ensemble en tant qu'amis dans le parc national des montagnes Torngat au Canada. Tous passionnés de randonnée, ils adorent partir à l'aventure dans des endroits sauvages pour se reconnecter avec la nature. Quelques habitants leur ont conseillé de se munir de certains indispensables, tels que des sprays anti-ours, des fusées éclairantes et des clôtures électriques portables avant de se lancer dans leur randonnée en raison de la présence potentielle d'ours polaires dans le parc. Ils ont tous acheté ces indispensables sans hésitation pour leur sécurité. Par la suite, ils ont pris l'avion pour le fjord de Saglek, où ils prévoyaient de camper pendant 3 jours et 2 nuits. Une fois débarqués, les jeunes randonneurs ont fait signe d'au revoir à l'avion. Ils ont décidé de monter leur campement le plus rapidement possible, à quelques mètres seulement du rivage. Après avoir terminé l'installation du campement, ils ont décidé d'explorer les environs. Ils ont été émerveillés par les paysages à couper le souffle, les eaux cristallines et l'air pur qu'ils respiraient. Ils ont tous aperçu quelques animaux sur l'autre rive, ce qui leur a fait réaliser qu'ils n'étaient pas seuls et qu'ils avaient des compagnons animaux dans leur camp. La nuit tombée, ils ont tous planifié ce qu'ils souhaitaient faire le lendemain matin. Le jour suivant, ils ont tous décidé de partir pour une randonnée matinale et de se détendre au campement l'après-midi. Le lendemain matin, les 6 jeunes randonneurs ont entrepris leur randonnée tôt le matin. Ils ont parcouru les saules, les collines et les rivages du parc. Les animaux résidents du parc, tels que les renards et les loups, les ont salués en chemin. Lorsqu'ils ont atteint une colline herbeuse, ils ont été surpris de voir au loin une gigantesque ours polaire avec ses 2 petits. Les 6 randonneurs se sont arrêtés pour prendre des photos des ours. Mais la mère, la plus grande, les fixait du regard. Les filles ont pris peur et ont supplié de s'enfuir. Mais les garçons ont maintenu un contact visuel avec les ours, expliquant que c'était une tactique de survie pour les effrayer. Après quelques minutes de regard soutenu avec l'ours, celle-ci a décidé de s'éloigner, ce qui a soulagé les randonneurs. Ils sont ensuite retournés à leur campement pour se reposer et se détendre. Ils se sont tous assis autour du campement et ont décidé de se raconter quelques histoires au hasard. Alors qu'ils se détendaient, ils ont soudain entendu des pas approcher de leur campement. Chelsea leur a dit que c'était peut-être l'ours polaire, mais Finn l'a rassuré en lui disant que c'était probablement l'un des loups ou des renards qu'ils avaient rencontrés plus tôt. Alors qu'ils commençaient à se détendre, un immense ours polaire a soudainement attaqué Sébastien par derrière alors qu'il était assis. Aussi vite que possible, l'ours l'a immédiatement traîné loin du campement. Les 5 autres randonneurs ont paniqué et ont attrapé leurs fusées éclairantes pour courageusement poursuivre l'ours polaire et sauver Sébastien. L'ours a emmené Sébastien près du rivage où il l'a mordu et griffé à plusieurs reprises. Lorsque le groupe les a rejoints, Arthur a tiré une salve de fusées éclairantes, mais l'ours a continué d'attaquer Sébastien. Finn a décidé de s'approcher de l'ours et de tirer avec sa fusée éclairante, ce qui a surpris l'ours. Ce dernier a immédiatement relâché Sébastien de son emprise, et Arthur, Alice, Chelsea et Eve l'ont rapidement attrapé et ramené au campement. Sébastien a survécu à l'attaque, mais il souffrait de morsures et de lacérations causées par l'ours polaire. Le groupe a décidé de contacter la direction du parc pour qu'on vienne les chercher en avion afin d'emmener Sébastien à l'hôpital le plus proche. Le pôle Nord est un endroit que très peu de personnes visitent au cours de leur vie. Mais ceux qui ont la chance d'y aller peuvent admirer l'un des plus beaux spectacles célestes que la Terre puisse offrir. L'aurore boréale. Mais bien que le Nord puisse sembler être un paradis, un démon rôde dans la glace, une créature rapide, rusée et mortelle qui considère le pôle comme son terrain de chasse où elle se déplace avec une aisance terrifiante, prête à frapper sans avertissement à tout moment. Christopher Henneck, un géologue, s'était installé au pôle Nord pour étudier la neige et la glace de mer. Il était au pôle depuis une semaine et enfin, les aurores boréales étaient arrivées, lui offrant une vue imprenable sur le ciel lumineux cette nuit-là. Il a pris plusieurs photos qu'il comptait ramener chez lui une fois terminées. À la fin du spectacle, il est retourné à la petite caravane qu'il partageait avec ses collègues depuis quelques jours. Ils vivaient dans une petite caravane qui leur permettait d'accéder aux échantillons dont ils avaient besoin et les protégeait des températures glaciales extérieures. Pensez-y, combien de phoques voyez-vous dans cette région ? La glace devient plus mince
Et comme ils sont plutôt dodus, ils ne viennent plus ici, argumentait Christopher au téléphone avec ses supérieurs restés au bureau. Nous n'avons même pas besoin de tout cet équipement. On peut voir combien de glace a fondu juste en observant les animaux ici. Les autres dans la caravane attendaient, regardant Christopher raccroché avec colère. Il s'est dirigé vers la fenêtre et a regardé la toundra gelée, apercevant une tache blanche sur le verre qu'il a essuyé avec son doigt avant de se tourner vers les autres. « Ils n'écoutent pas, ils veulent plus de données », répondit Christopher. « Quelle autre donnée veulent-ils » a-t-il ajouté en secouant la tête avant de se diriger vers la porte de la caravane. S'il voulait plus de données, il en obtiendrait. Il devait se rendre à l'endroit où ils avaient prélevé des échantillons pour la dernière fois, mais ils devaient également récupérer des résultats qu'ils avaient envoyés au laboratoire situé dans la ville la plus proche, à Longyearbyen. C'était loin, il faudrait 2 jours pour ramener les résultats. Vous allez chercher les données, nous ferons un journal cumulatif pour l'Institut une fois que nous aurons tout. Une fois les autres partis, Christopher a décidé de se rendre seul sur la glace pour prélever un autre échantillon qu'il ramènerait chez eux. Il le conserverait à une température assez stable et l'emmènerait jusqu'au bout pour qu'ils puissent effectuer leurs propres tests et voir qu'il avait raison. En sortant sur la glace, Christopher a marché un peu plus d'un demi-kilomètre jusqu'à l'endroit le plus proche qu'ils avaient choisi pour collecter des échantillons. La glace s'était fissurée à cause du réchauffement climatique et Christopher a sauté d'une plaque de glace à une autre pour en trouver une adéquate. Alors qu'il se penchait pour sortir ses outils, le bruit de l'eau qui tourbillonnait sous lui a attiré son attention et il a regardé sous l'eau. Sa première pensée a été qu'il pourrait y avoir une baleine cherchant à remonter à la surface pour respirer juste en dessous de lui, mais le bruit ne venait pas de là. En écoutant de plus près, il s'est rendu compte que cela venait de derrière. Une grande masse de fourrure blanche a jailli de l'eau, se jetant directement sur Christopher. Le scientifique a eu quelques secondes pour réagir, se baissant juste à temps alors que l'ours polaire passait au-dessus de lui et retombait dans l'eau de l'autre côté. La patte de l'ours l'a frappé, lui entaillant l'épaule avant de disparaître dans l'eau. Le poids de la bête a poussé la plaque de glace sur laquelle Christopher se trouvait en arrière, l'éloignant davantage de la caravane et de la sécurité. Il a regardé avec horreur la bête nager vers l'endroit où il se tenait sur la glace. Réagissant rapidement, Christopher a attrapé son sac à dos derrière lui, l'a posé au sol et a commencé à fouiller dedans cherchant quelque chose. Il avait déjà vu quelques ours et savait exactement quoi faire en cas de rencontre. Mais il n'avait jamais vécu cela et son corps tremblait sous l'effet de l'adrénaline. Ses bras refusaient d'arrêter de trembler alors qu'il essayait d'ouvrir la fermeture éclair du sac. L'ours polaire se rapprochant de lui à une vitesse bien plus rapide que celle à laquelle il aurait pu nager. Conscient que s'il affrontait cette bête, il perdrait, Christopher savait que les pattes de l'ours seraient fatales. L'ours a agrippé la glace de ses pattes avant, en commençant à se hisser hors de l'eau. Christopher s'est retourné, a saisi son spray anti-ours et l'a déclenché sur la créature. Elle était encore un peu loin de lui, donc la plupart du produit l'a raté, mais le nez de la bête étant si sensible, elle a immédiatement détecté les produits chimiques agressifs et a rapidement fait demi-tour pour plonger à nouveau dans l'eau. Le scientifique a alors récupéré son sac et s'est mis à courir, sautant d'une plaque de glace à une autre, tout en vaporisant le spray anti-ours derrière lui au cas où la créature déciderait de revenir et d'attaquer à nouveau. Il avait encore un long chemin à parcourir pour regagner la sécurité de la caravane et, les autres n'étant pas là, il n'avait personne à appeler à l'aide. Il a continué de vaporiser tout en courant, ressentant une douleur intense à l'épaule là où l'ours l'avait griffé. Christopher a finalement laissé tomber son sac en réalisant qu'il le ralentissait et accentuait son saignement. Il a trébuché sur la glace en tentant de fuir, faisant tomber le spray anti-ours dans l'eau. Sans s'arrêter, il a continué à courir vers la caravane, aussi vite que possible sur la glace, mais devant lui, il a vu le bord de la plaque de glace se soulever un peu. Il a glissé en arrière, tombant dans les eaux glacées. Le scientifique a nagé vers la surface aussi vite que possible, soudainement à bout de souffle alors que le froid de la glace avait rapidement retiré toute la chaleur de son corps. Il est remonté sur la glace et a tenté de continuer à courir, mais il était beaucoup plus lent, ses vêtements trempés et alourdis par l'eau rendant sa progression difficile. L'ours est sorti de l'eau à côté de lui et a commencé à se précipiter vers lui, se déplaçant plus vite que Christopher ne pouvait courir. Il a crié, se débarrassant de ses vêtements en courant.
L'ours, ayant lavé le spray de ses narines en sautant dans l'eau, était maintenant de retour pour en finir avec l'homme. Il ne restait que quelques centaines de mètres entre Christopher et la caravane. Le poids de l'ours sur son dos était plus qu'il ne pouvait supporter et il a senti son corps être projeté en avant, l'envoyant face contre terre. Il a rebondi sur la glace et a senti les griffes de l'ours s'enfoncer dans sa peau alors qu'il laissait échapper un cri guttural. L'ours a poussé un cri similaire, presque comme s'il célébrait sa prise. Christopher a tenté de se retourner pour se défendre, mais il a senti les griffes s'enfoncer dans sa chair alors qu'il se retournait, le sang coulant abondamment de son dos. La créature s'est éloignée de lui et Christopher a commencé à ramper, traînant son corps sur la glace en direction de la caravane tout en hurlant de douleur. La créature a tourné autour de lui comme si elle cherchait à voir ce qu'il allait faire, ne lui laissant parcourir que quelques mètres avant de se dresser sur ses pattes arrière et de s'écraser sur le cou de Christopher avec ses pattes avant, le brisant instantanément. L'ours s'est ensuite repu de son corps sans vie, ne laissant derrière lui que quelques morceaux éparpillés de vêtements et une grande tache de sang sur la blancheur de la glace. Cette histoire se déroule dans un parc naturel à Albuquerque où une soigneuse tombe dans l'enclos mortel d'un ours polaire et s'échappe de justesse. Léa est soigneuse au zoo du parc national d'Albuquerque et est chargée de nourrir l'ours polaire local nommé Jane. Jane est gardée dans un grand enclos imitant la toundra, recréant l'habitat naturel d'un ours polaire. Les familles et les touristes viennent souvent voir Jane, un animal très populaire dans le parc. L'enclos est entouré d'une clôture de protection, que Léa escalade parfois pour se placer dangereusement sur le rebord afin de nourrir Jane. Léa décide de donner à Jane son poisson préféré, le saumon. Elle prépare un grand seau rempli de saumon et l'apporte à l'enclos. Beaucoup de visiteurs voient déjà Jane se promener et nager dans sa piscine artificielle. Léa est ravie de voir Jane saluer les visiteurs et jouer joyeusement dans la neige, ses mouvements gracieux captant l'attention de tous. Léa s'excuse poliment auprès de la foule, leur annonçant avec enthousiasme qu'elle est sur le point de nourrir Jane, ce qui suscite immédiatement une vague d'excitation parmi les spectateurs. Les visiteurs, impatients de capturer ce moment unique, sortent précipitamment leurs appareils photos et smartphones, ajustant leurs angles et vérifiant la lumière, prêts à immortaliser chaque instant de Léa en train de nourrir l'ours polaire. Lorsque Léa atteint la clôture de protection, elle la franchit et se place sur le rebord à l'intérieur de l'enclos pour nourrir Jane. Elle attrape le premier saumon du seau et le montre à Jane avant de le lui lancer. L'ours polaire plonge immédiatement dans l'eau pour l'attraper. Une fois son saumon en bouche, Jane retourne sur la terre ferme pour le manger délicatement. Les visiteurs sont enchantés de voir Jane se régaler. Léa, satisfaite, prend un autre saumon et le jette à côté de Jane qui l'attrape à nouveau, amusant encore plus les visiteurs. Léa remarque une petite fille derrière elle qui, sur la clôture de protection, la pousse légèrement parce qu'elle bloque sa vue. Le père de la petite la gronde et lui dit de ne pas pousser Léa car cela pourrait la faire tomber du rebord et dans l'enclos. Léa décide alors de se déplacer pour ne plus obstruer la vue de la petite fille, mais glisse accidentellement sur une partie mouillée du rebord et tombe dans la piscine de l'enclos avec le seau de saumon à la main. Tous les visiteurs sont choqués et terrifiés en voyant Jane se rendre compte que Léa est tombée dans sa piscine. Se sentant menacée, Jane plonge immédiatement dans l'eau pour l'attaquer. Mais dès que Léa est tombée, elle s'est emparée du seau de saumon et a rapidement essayé de rejoindre la terre ferme. Les visiteurs avaient déjà contacté la direction du parc pour secourir Léa. Jane, agacée de ne pas trouver Léa dans l'eau, l'aperçoit finalement sur la terre ferme. Terrifiée, Léa ne sait pas quoi faire sur le moment et tient fermement son seau de saumon alors que Jane charge droit vers elle. Alors que Jane est sur le point de l'atteindre, Léa a une idée et jette le seau de saumon juste devant Jane. Malheureusement, Jane attrape Léa et lui griffe le visage, ce qui fait hurler Léa de douleur. Léa recule immédiatement, tandis que Jane est captivée par la quantité de saumon éparpillé devant elle. Alors que la direction du parc arrive sur les lieux, ils secourent immédiatement Léa et neutralisent Jane qui semble confuse par la situation. Léa, le souffle court et la main tremblante sur son visage blessé, ressent une douleur aiguë causée par la grande griffure laissée par la patte de Jane qui a gravement endommagé son œil gauche. L'histoire d'aujourd'hui nous emmène aux eaux glacées du cercle arctique.
Le monde autour est encore gelé, avec une teinte bleu foncé qui s'étend à l'infini, créant un paysage d'une beauté glaciale et saisissante. Il fait plus froid au centre de la glace, et une brise glaciale fait virevolter les particules de glace, les faisant danser comme de petites lucioles scintillantes, ajoutant une touche magique. Et puis il y a la bête des glaces, bien camouflée dans son environnement, qui appelle cet endroit son chez-soi. C'était une belle journée et relativement tôt quand Stuart Caldwell, un géographe, partit explorer les terres glacées. Il était bien habillé, vêtu de fourrure blanche, avec la tête couverte par un bonnet blanc. Il portait des lunettes de protection sur les yeux et réchauffait ses doigts dans ses gants blancs. Avec un sac à dos suspendu à une épaule, il s'avança dans la neige et commença à pénétrer dans la glace. Il n'avait pas besoin de beaucoup d'aide pour repérer les endroits où la glace était plus épaisse que d'habitude. Il savait comment naviguer avec précaution ici. Le vent soufflait contre lui, le repoussant entre la glace épaisse et la neige. Par endroits, la neige tombait en gros amas, tandis qu'à d'autres, il ne s'agissait que de quelques flocons. Il n'y avait ni arbres, ni buissons pour se protéger ici. Rien d'autre que les vents omniprésents. Il soufflait si fort qu'on aurait dit que le soleil avait disparu du ciel, laissant tout dans un froid glacial. Stuart traversa sans difficulté le sol glacé. De temps en temps, une rafale de vent pouvait le faire reculer et perdre l'équilibre, mais il s'en sortait bien. Sa seule inquiétude était qu'un faux pas puisse le faire chuter face première sur un iceberg. Pourtant, il garda son regard fixé droit devant lui, déterminé à ne pas regarder en arrière. Après un court moment, il se retrouva devant un grand amas de glace. Cela doit être l'endroit où la glace devient plus dense, pensa-t-il. Stuart se fraya un chemin avec précaution sur la glace glissante, glissant plusieurs fois avant d'atteindre le sommet. Il prit ses repères et scruta le paysage. Une grande quantité de glace recouvrait la surface de l'océan, avec peu de fonte de neige coulant du bord de la glace. Cependant, la plupart de l'eau était gelée, créant un chemin parfait entre le rivage et le champ de glace. Une fois au sommet de l'amas de glace, Stuart regarda autour de lui. De ce qu'il pouvait voir, il était à mi-chemin du monticule. Sur le côté se trouvait une falaise, une petite pente descendant vers une mer de rochers sombres et dentelés. De l'autre côté de la mer se trouvait un petit lac rempli de glace. Il supposa que le lac devait être la source de l'eau qui traversait la terre. Il n'y avait pas un seul arbre en vue, la terre semblait presque vide, à l'exception de quelques formations rocheuses qui brisaient l'étendue. La vue était à couper le souffle. S'il n'avait pas porté des vêtements aussi lourds, il aurait peut-être pu admirer la scène en paix. Pourtant, Stuart était trop excité pour apprécier quoi que ce soit de ce qu'il voyait ici. Alors il sauta rapidement par-dessus la lèvre de la glace et descendit. Lors de sa descente, un bruit sourd retentit derrière lui. Se retournant avec surprise, il vit une montagne de glace s'écraser contre la terre gelée. Stuart connaissait les dangers qui rôdaient dans l'Arctique, allant du fait de marcher sur de la glace fine à rencontrer des ours. Pour ce dernier cas, il avait un couteau et un spray anti-ours dans son sac. Et pour le premier, ses yeux parcouraient la plaine, scrutant chaque pas prudent qu'il faisait. En cas de problème, il utiliserait ses outils pour assurer sa survie dans ce désert glacé. Bientôt, il s'arrêta pour examiner la glace. Il y avait plusieurs types de glaciers qui couvraient la surface, mais tous semblaient identiques à première vue. Ce n'était pas le cas de ceux-ci cependant, et il comprit rapidement pourquoi. Il s'agissait de formations glaciaires très anciennes, ce qui signifiait qu'elles n'avaient pas été perturbées par l'activité humaine depuis des siècles. En fait, peu de gens venaient ici. Stuart étudia ensuite la répartition de la glace le long de l'Arctique. Certaines parties étaient plus minces, tandis que d'autres étaient beaucoup plus épaisses. La plupart semblaient normales, juste un peu glissantes. Pourtant, il décida qu'il pouvait traverser en toute sécurité sans trop de difficultés. Même si quelque chose devait lui échapper, il ne pensait pas que cela poserait trop de danger. En atteignant finalement le bas de la pente, il se dirigea vers l'étagère rocheuse dentelée qu'il avait repérée plus tôt. Il s'arrêta un moment, regardant la descente abrupte de l'autre côté. Mais en se retournant pour continuer sa marche, il se figea subitement stupéfait. Les rochers dentelés étaient partout autour de lui, l'encerclant entièrement. Même le chemin menant à la base de la montagne était bloqué. « Super !» murmura-t-il en prenant une profonde inspiration. Stuart commença alors son ascension, chaque mouvement exigeant une concentration intense. La glace craquait sous ses bottes, produisant des bruits inquiétants qui résonnaient dans le silence glacé. Chaque pas faisait battre son cœur plus fort et il devait se forcer à respirer calmement malgré l'air glacial qui s'engouffrait dans ses poumons. Le froid était si intense qu'il le faisait trembler violemment et il se demandait combien de temps il faudrait pour que ce même froid puisse réellement tuer quelqu'un.
Lorsqu'il atteignit enfin la crête au-dessus du lac, Stewart s'arrêta net, épuisé, mais soulagé. Les falaises abruptes au-dessus de lui étaient parsemées de plaques de neige, créant un paysage qui ressemblait à une scène tout droit sortie d'un film d'horreur. La vue était à la fois impressionnante et terrifiante, avec des ombres menaçantes se dessinant dans le froid mordant. Il ressentait une angoisse croissante en imaginant les dangers potentiels qui se cachaient dans cet environnement hostile. Mais cela ne servirait à rien de se reposer ou de s'attarder sur ce spectacle glacé, pas quand il y avait toute une famille d'ours polaires qui l'attendaient quelque part dans ce décor arctique impitoyable. En toutes ces années d'exploration de l'océan Arctique, il n'avait jamais vu quelque chose comme ça. Les ours polaires étaient censés errer loin au nord en hiver, hibernant jusqu'au printemps. Et pourtant, il se retrouvait face à une meute de créatures féroces. Que pouvait-il bien espérer faire ? À ce moment-là, quelques-uns des ours l'aperçurent et le cœur de Stewart s'emballa. Il savait qu'il n'y avait pas de temps à perdre, alors il commença à descendre, espérant échapper à la mère ours et à ses petits. En s'approchant du bas, il jeta un coup d'œil pour s'assurer qu'il avait réussi. Il poussa un soupir de soulagement en voyant que son chemin était dégagé. Cependant, en avançant, il entendit soudain un grognement résonner quelque part à proximité. Stewart s'arrêta net, se retournant. Avait-il rêvé ? Non, il y avait de nouveau ce son. Cela semblait tout proche, juste devant lui. Et il se demanda dans quoi il avait bien pu s'engager. Un des ours l'aurait-il suivi ? Il leva les yeux brièvement, prenant note de son environnement. Un autre grognement, cette fois plus près de sa droite. Sans réfléchir, Stewart se précipita sur le côté, glissant sur un chemin de glace en pente. Le bruit d'un autre grondement derrière lui fit bondir son cœur dans sa poitrine. Il savait que c'était sans espoir, il n'y avait nulle part où aller. Il jeta un regard en arrière et eut le souffle coupé. Debout, à quelques mètres derrière lui, bloquant son chemin, se tenait le plus grand ours blanc qu'il ait jamais vu. Ses dents étaient tranchantes comme des rasoirs, les pointes scintillant d'une lueur orange qui illuminait l'obscurité autour de lui. L'animal leva la tête, poussant un autre grognement d'avertissement qui fit frissonner Stewart. Stewart resta figé sur place, fixant la créature devant lui. Il était pétrifié de terreur, mais étrangement, il trouva le courage de saisir rapidement son sac à dos et d'en sortir le couteau et le spray anti-ours. L'ours chargea vers lui, et juste au moment où les griffes s'apprêtaient à frapper mortellement, Stewart libéra une furie de produits chimiques du spray anti-ours. Les griffes de l'ours firent de tomber la bombe de spray des mains de Stewart, mais il n'avait pas raté sa cible. Les fumées du spray avaient déjà atteint le museau de l'ours, qui rugit de douleur en reculant, essayant de se débarrasser de la sensation de brûlure, mais en vain. La douleur était si intense que l'ours se roulait sur le sol, cherchant désespérément à échapper à l'irritation. Ses mouvements étaient chaotiques et il semblait totalement désorienté. Avant que l'ours ne puisse retrouver son équilibre, Stewart profita de l'occasion pour s'enfuir. Il serra sa main ensanglantée, ne se souciant pas de l'état de la glace sous lui alors qu'il courait pour sauver sa vie. Il entendit d'autres grognements derrière lui, mais cela ne le fit pas ralentir. L'adrénaline le porta jusqu'à ce qu'il atteigne enfin un endroit sûr. Stewart regarda en arrière une dernière fois, voyant l'ours se frotter toujours le visage en essayant de se libérer de la douleur. Il soupira de soulagement, sachant qu'il était en sécurité, mais cette expérience lui rappela une fois de plus qu'il ne faut jamais sous-estimer la nature sauvage, car même les moments les plus dangereux peuvent survenir en un instant, transformant un instant de calme en une course effrénée pour la survie. Deux touristes, Ian Brown et Miles Davis, partent pour une nouvelle expédition. Ils ont déjà fait de nombreux voyages ensemble en tant qu'explorateurs et ont l'habitude d'explorer des environnements divers. Cette fois-ci, leur mission est d'observer des ours polaires de près. Pour eux, le moment est idéal pour entreprendre un nouveau périple vers l'une des régions les plus froides de la planète, la région polaire. Ils commencent leur aventure dans la capitale mondiale des ours polaires, Churchill, au Canada. Churchill abrite la plus grande concentration d'ours polaires au monde. Pendant la saison des ours polaires, les touristes affluent à Churchill dans l'espoir de voir un ours de près et en personne. Ian et Miles sont sur le point de débuter leur voyage à bord d'un Tundra Buggy, un véhicule surélevé conçu pour se déplacer sur des terrains accidentés. À l'intérieur, le Tundra Buggy ressemble à un bus avec une plateforme ouverte à l'arrière où les passagers peuvent se tenir pour observer de près les ours polaires en contrebas. Le véhicule est déjà en route vers sa destination dans la zone de gestion de la faune de Churchill, l'un des meilleurs endroits de la région pour observer les ours polaires en liberté. Lorsque le Tundra Buggy s'arrête à son premier point d'observation, les passagers, dont Ian et Miles, sortent sur la plateforme ouverte.
Deux ours polaires sont aperçus à seulement quelques mètres du véhicule. Alors qu'ils s'apprêtent à se rendre à un autre endroit, Miles se faufile à travers les invités pour se rendre au bord de la plateforme. En y regardant de plus près, il réalise que l'un des ours semble être une mère accompagnée de son petit. Ian sort son appareil photo, tandis que Miles sort son téléphone pour enregistrer un vlog documentant leur voyage. Miles tend les bras à l'extérieur de la plateforme pour filmer les ours de plus près, mais un autre passager, en trébuchant accidentellement, le pousse, le faisant chuter du Tundra Buggy haut de 4 mètres. La chute semble interminable alors qu'il se retrouve en l'air, incapable de se rattraper. Heureusement, Miles atterrit sur une partie molle du sol, principalement recouverte de neige, qui amortit sa chute et évite les blessures graves. Malheureusement, les ours polaires au loin le remarquent et sont effrayés par sa présence. Miles se relève soudainement et remarque que l'un des ours polaires s'approche lentement de lui, le regardant comme une proie. Un conducteur du Tundra Buggy actionne alors la plateforme pour ouvrir la trappe et abaisser automatiquement une échelle depuis le dessous du véhicule. Les ours polaires deviennent de plus en plus agressifs en marchant lentement en direction de Miles, le terrifiant. Ian et les autres passagers ne peuvent que paniquer et attendre que la trappe et l'échelle soient entièrement ouvertes pour que Miles puisse remonter sur la plateforme. Dès que la trappe est ouverte et l'échelle abaissée, la mère ours se met à courir vers Miles de manière agressive. Il grimpe rapidement et crie au conducteur de démarrer le véhicule pendant que la trappe se referme. Une fois remonté sur la plateforme, le conducteur démarre immédiatement alors que l'ours polaire tente d'attraper Miles depuis le haut. La mère ours rugit de frustration en voyant le véhicule s'éloigner. Miles et les autres passagers poussent un soupir de soulagement, sachant qu'il a échappé de justesse à une potentielle attaque d'ours polaire.